Pourquoi s'intéresser à l'histoire de la Chine? L'histoire chinoise est vaste et s'étend sur des millénaires. Dans son livre « Entrée en stratégie », le général Desportes estime qu'il n'existe pas de stratégie sans intelligence de l'autre. Nous devons donc comprendre les motivations des autres acteurs qui évoluent dans le même monde que nous pour comprendre comment ce dernier fonctionne et comment nous pouvons agir ou réagir en conséquence. La compréhension est un processus difficile. Il ne se limite pas à la collecte d'informations, qui n'en est que la première étape. Il faut trier ces informations et retenir les plus pertinentes afin d'établir une liste de connaissances. Cette liste nous permettra alors d'atteindre le stade final qu'est la compréhension de l'autre. L'objectif ambitieux que je me fixe est donc de parvenir, avec cette longue série de vidéos sur la Chine, à la comprendre, à saisir son essence et son âme. Sun Tzu écrivait « Qui connaît l'autre et se connaît, en 100 combats ne sera point défait. Qui ne connaît l'autre mais se connaît, sera vainqueur une fois sur deux. Qui ne connaît pas plus l'autre qu'il ne se connaît, sera toujours défait. » Dans notre quête pour la compréhension de la Chine, la première voie est celle de l'histoire. Les prochaines vidéos publiées sur la chaîne relateront l'histoire de la Chine depuis la préhistoire jusqu'à notre époque. Cette vidéo sert d'introduction à la série et va nous permettre de planter sommairement le décor de notre étude. Avant de nous plonger dans les méandres du passé, observons d'abord dans quel environnement le peuple chinois a évolué, à quelles contraintes il a été soumis, quelles idées, quelles pensées, quelles philosophies l'ont animé. La géopolitique étudie les interactions entre l'espace géographique et les rivalités stratégiques qui en découlent. L'étude de l'espace chinois est donc un prérequis essentiel à tout travail sérieux. L'espace chinois actuel est un vaste territoire qui recouvre près de 9,6 millions de kilomètres carrés. Il n'en a pas toujours été ainsi, et la surface du territoire contrôlé par le peuple chinois a évolué au fil du temps et des dynasties. Nous le verrons par la suite. L'espace chinois pourrait se caractériser en 4 grands ensembles. La région du sud-est est une zone montagneuse avec un fort relief. La région du nord-est est constituée de bassins arides désertiques et semi-désertiques. La région centrale bénéficie d'un relief un peu plus doux et diversifié, et la région côtière à l'est est constituée de plaines fertiles. Le sud-est de la Chine est occupé par d'immenses chaînes et plateaux montagneux. On connaît tous l'Himalaya, qui culmine à 8848 mètres grâce au mont Everest et qui sépare la Chine de l'Inde. Derrière cette frontière naturelle avec le monde hindou se dresse l'immense plateau tibétain. Ces terrains ne sont pas propices à l'agriculture et sont restés faiblement peuplés au cours de l'histoire, mais ils disposent d'une faune assez riche. Le nord-ouest est occupé par 2 grands espaces désertiques ou semi-désertiques, séparés par la chaîne des montagnes célestes. Le bassin du Tarim, qui recouvre 400 000 km², est occupé principalement par le désert du Taklamakan. La Dzungari, un peu plus au nord, est un bassin géologique de plus petite taille. Elle est délimitée au nord par les monts Altaï et à l'est par le désert de Gobi. La Dzungari est une région clé pour l'ouverture de la Chine vers l'Asie centrale, puisqu'elle donne sur le Kazakhstan. Les anciennes routes de la soie traversaient la Dzungari ou le bassin du Tarim, et de nombreuses villes oasis parsemaient leur tracé. Le Tarim et la Dzungari débouchent sur le corridor du Gansu, qui fut la voie d'accès terrestre la plus importante pour atteindre la Chine depuis l'Asie centrale. Aujourd'hui encore, avec le projet chinois des nouvelles routes de la soie, cette région est importante et connaît un fort développement et une forte immigration Han, exacerbant les tensions avec les populations ouïghours turcophones. Le centre possède un relief plus diversifié et moins extrême que les 2 précédents, puisqu'il se compose de montagnes, de plateaux, de collines et de bassins. Au nord, le vaste plateau de Leuce est une région semi-aride, bien que d'importants efforts de lutte contre la désertification aient été faits. Au sud du plateau, les monts Xinling sont une longue chaîne montagneuse qui s'étend d'est en ouest sur 1500 km et qui sont souvent utilisés pour tracer la limite entre le nord et le sud de la Chine. Au sud se trouve la plaine du Sichuan, entourée de montagnes. Cette zone est relativement peuplée, bien que difficile d'accès. Enfin au sud, la province du Yunnan est une région montagneuse mais très agricole, qui produit des légumes, des fruits, du riz ou encore du thé. Le Yunnan est une province touristique réputée. L'Est étend ses longues plaines le long du littoral. La côte Est recense les plus fortes densités de population et c'est ici que se trouvent les principales villes de Chine aujourd'hui. De la Mandchourie au nord, en passant par Beijing, Shanghai, Hong Kong et Canton au sud, la population chinoise se concentre sur ces côtes. La Chine couvrant un espace très vaste, elle possède naturellement plusieurs climats.
Au nord-est, la Mandchourie est une région venteuse qui subit des hivers froids. Le sud-est est moins rude, le climat y est subtropical humide, voire tropical. En été, la mousson arrose le territoire de mai à septembre. La partie occidentale de la Chine est plus aride. Le nord-ouest est en grande partie désertique, tandis que le sud-ouest, avec l'immense plateau tibétain, est soumis à un climat de toundra. Pour séparer le nord du sud de la Chine, on trace une ligne imaginaire qui passe par les monts Xinling et le fleuve Huaihe. En pratique cependant, on utilise le fleuve bleu pour séparer nord et sud. Cette ligne est la ligne de démarcation de la culture du blé et du riz. Au nord, le blé domine, tandis que le riz est cultivé au sud. Les rudes hivers du nord ne permettent de cultiver les champs que la moitié de l'année, pour une seule récolte de blé par an, tandis que le climat plus propice au sud permet de faire entre 2 et 3 récoltes de riz chaque année. Aujourd'hui, les principales productions agricoles chinoises sont le riz, le blé, le coton, les oléagineux, la canne à sucre, le tabac, le thé, les fruits, la viande et la pêche. Le problème auquel doivent faire face les Chinois depuis des siècles est le manque de place. Ils doivent en effet nourrir 20% de la population mondiale avec seulement 10% des terres arables du monde. Cette importante concentration de population, combinée au manque de place, puisque 15% seulement de la surface de l'espace chinois est cultivable, a forcé les Chinois à développer très tôt une agriculture intensive et productive. La Chine a toujours été une contrée peuplée. Cela l'a obligé très tôt à maîtriser l'eau pour assurer la performance de son agriculture. De plus, le territoire chinois est propice à de nombreuses catastrophes naturelles liées à l'eau, comme les typhons qui frappent bien souvent la côte est, les inondations, les crues, les périodes de défluvation, notamment du fleuve Jaune, ou les longues périodes de sécheresse. Actuellement, de par son territoire et ses fleuves, la Chine dispose d'un des plus grands potentiels hydrauliques au monde. Aussi, la civilisation chinoise a toujours bénéficié d'un savoir technique avancé en la matière, d'un encadrement et d'une implication forte de la part de l'État. L'espace chinois est traversé par 3 fleuves principaux. Le plus long est le fleuve Bleu, qui mesure 6300 km. 7 en longueur, le 3e plus grand fleuve du monde, derrière le Nil et l'Amazone. Il traverse le Yunnan, le bassin du Sichuan, le défilé des Trois Gorges et se jette dans la mer de Chine orientale, à proximité de Shanghai. Le 2e fleuve en termes de longueur est le fleuve Jaune, avec 5400 km. Ce dernier est particulièrement important dans l'histoire de la Chine, puisqu'il est considéré comme étant le berceau de la civilisation chinoise qui s'est développée autour de lui. Il prend sa source dans le plateau tibétain, traverse le plateau de Leuce, entraînant avec lui les nombreux sédiments qui lui donnent sa couleur caractéristique. Il fertilise la grande plaine du nord de la Chine et se jette dans le golfe de Bohai, à proximité de la mer Jaune. Cependant, le fleuve est capricieux, puisqu'il est réputé pour ses crues violentes. Enfin, le 3e est la rivière des Perles, qui se compose de la réunion du Xinjiang et du Beijiang. La rivière des Perles a une longueur de 2200 km et traverse le sud de la Chine, notamment la ville de Canton, et se jette dans la mer de Chine du Sud en formant ce qu'on appelle le delta de la rivière des Perles, une zone économique moderne très dynamique. Hong Kong par exemple se situe à proximité. La civilisation chinoise a connu un développement scientifique et technologique remarquable sous les dynasties des Han et des Song. Leur maîtrise de l'eau fut rarement égalée par d'autres civilisations à la même époque. Seul l'Empire romain pourrait prétendre rivaliser avec la Chine. Et nous allons faire un rapide tour des technologies qu'ils ont pu employer ou inventer. Dès le néolithique chinois, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve les premiers travaux d'irrigation dans les champs. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne des Han, de grands travaux d'irrigation et de perçage de canaux sont menés sous l'autorité de l'État. Les chantiers les plus notables sont la percée du canal de Lichu, la rénovation du système d'irrigation de Dujiangyan dans le Sichuan et le canal de Zhengguo dans le Shanxi. Le système d'irrigation du Dujiangyan a été entrepris pour éviter les inondations de la rivière Min et irriguer la plaine de Chengdu. Ce système est toujours fonctionnel aujourd'hui et a été perfectionné au fil du temps. À l'aide d'un système de barrage mobile, une partie de la rivière Min a été détournée pour alimenter la plaine de Chengdu. Ces travaux colossaux ont nécessité de percer une montagne, ce qui est une performance au vu des moyens de l'époque. Enfin, le canal de Zhengguo doit son nom à l'ingénieur qui a supervisé sa construction. Il a permis d'irriguer et donc de rendre cultivable 27 000 km² de terre supplémentaire, un apport en nourriture non négligeable. Par la suite, les techniques d'irrigation se sont améliorées avec l'apparition des pompes mécaniques actionnées par des animaux ou par des roues à eau. L'invention de la courroie vers 15 avant Jésus-Christ a permis d'irriguer des zones plus importantes et d'amener l'eau en hauteur. Les Chinois s'en sont également servis lors de grands travaux d'État, par exemple pour alimenter en eau les palais impériaux.
Un des aménagements hydrauliques majeurs réalisés par les Chinois est le percement du Grand Canal, qui a servi à relier le bassin du fleuve Bleu à celui du fleuve Jaune. Commencé sous les Sui au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce canal, régulièrement agrandi et long de près de 1800 km, permettait d'approvisionner Beijing en céréales. Autre exemple de l'ingéniosité des Chinois en termes de maîtrise hydraulique, les écluses. Connues en Chine depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est en 984 sous les Song que l'ingénieur Xiao Weiyo invente le principe de l'écluse à sas, encore utilisé aujourd'hui. Ils étaient également réputés dans le domaine maritime, puisqu'ils utilisaient les jonques, et même avec l'invention des roues à aubes, des navires à roues à aubes. Ce sont eux qui ont inventé le gouvernail vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette trouvaille leur a permis de parcourir de longues distances sur l'eau. L'exemple le plus moderne de la maîtrise de l'hydraulique est bien sûr la construction entre 1993 et 2006 du plus grand barrage hydroélectrique du monde, le barrage des Trois Gorges. Construit pour lutter contre les crues et contrôler le débit du fleuve Bleu, et pour désenclaver l'intérieur du pays en améliorant la navigabilité, il produit aujourd'hui chaque année 84,7 TWh d'énergie. Nous venons donc de montrer avec ces quelques exemples que la civilisation chinoise, de par les contraintes auxquelles elle était soumise, qu'elles soient naturelles ou de peuplement, a su réagir à ces problématiques en développant une maîtrise de l'eau basée sur des techniques avancées.